rapports de Rameau avec l'Opéra de Paris, c'est ce qui structure toute l'exposition. Même si nous nous autorisons quelques excursus vers la cour pour la partie contemporaine de Rameau et vers d'autres théâtres comme le Festival d'Aix-en-Provence ou encore le Châtelet pour la partie qui concerne la postérité, la quasi-totalité des documents qui sont présentés ici concernent la carrière de Rameau à l'Opéra de Paris de son vivant et après sa mort. Pour aller très vite, Rameau est dès la création d'Hippolyte Aricie en 1733, en tout cas quelques années après, le grand compositeur de l'Opéra de Paris, et il le reste jusqu'à la Révolution. Il est tellement important dans le répertoire de ce théâtre qu'il se fait beaucoup d'ennemis qui protestent contre une sorte de monopole, c'est-à-dire qu'on trouve que Rameau donne trop d'œuvres à l'opéra et qu'il n'y a pas assez de place pour les autres. C'est d'ailleurs un reproche qui sera fait à d'autres compositeurs par la suite. L'histoire de l'opéra est faite justement de ces compositeurs qui monopolisent la scène de l'opéra et qui sont jalousés par d'autres. Et puis ensuite, ce qu'on a appelé le purgatoire, c'est-à-dire cette période où l'Opéra de Paris ne donne plus du tout de Rameau. Grosso modo, c'est le 19e siècle. En fait, Rameau est parti avec la Révolution, c'est-à-dire que Rameau reste ce compositeur poudré de l'Ancien Régime, et au XIXe siècle, il n'est plus question d'entendre du Rameau, de jouer du Rameau. Alors ce qui est assez étrange, c'est que Rameau disparaît du répertoire, mais il reste comme une grande figure tutélaire de l'opéra français, si bien que lorsque Charles Garnier construit son palais Garnier, il éprouve le besoin de mettre dans le grand vestibule de son théâtre la statue de Rameau assise. On a d'ailleurs pour cette exposition retrouvé le plâtre d'exécution dans l'une de nos réserves, et c'est cette œuvre qui incarne ce purgatoire finalement ambigu d'un compositeur qui n'est plus joué, mais qui figure en bonne place dans l'architecture des théâtres. Notre dernière partie montre la renaissance de Rameau à partir de la reprise de Hippolyte Aricie en 1908. Bon, toute une série de facteurs expliquent cette renaissance, notamment une entreprise éditoriale menée par Camille Saint-Saëns qui vise à publier l'œuvre complète du compositeur, et aussi la volonté des musiciens français de trouver des formules alternatives au modèle wagnérien. Donc finalement, une façon de faire de l'anti-Wagner ou de faire différemment de Wagner, c'est de revenir à des formules anciennes, et notamment à Rameau. Rameau, progressivement, rentre au répertoire ou réentre au répertoire de l'Opéra de Paris, finalement comme l'incarnation du génie français. Et les spectacles du début du XXe siècle sont presque un manifeste de l'art français. Il y a d'ailleurs assez peu de public, c'est pas forcément des spectacles qui marchent très bien. La reprise d'Hippolyte Aricie n'est pas un immense succès, mais Rameau s'affirme comme le porte-étendard de l'école française. Et puis avec les grands spectacles, et notamment avec Les Andes galantes de Maurice Lehmann, Rameau montre la voie d'une autre forme de spectacle. On en fait le précurseur de la comédie musicale américaine, en tout cas de ces grandes comédies musicales. Et d'ailleurs, les formules scénographiques et de mise en scène rappellent furieusement ce qu'on peut faire à Broadway par ailleurs. Il y a vraiment une volonté de lier les grandes machines du XVIIIe siècle et les grandes machines américaines et commerciales du XXe siècle. Le moment névralgique pour le XXe siècle, c'est un autre anniversaire, c'est le tricentenaire de sa naissance, qui suscite toute une série de publications musicologiques, qui suscite aussi toute une série de spectacles, et qui permet aux baroqueux de se saisir de cette matière et d'entrer à l'Opéra de Paris. Et à partir de ce moment, Rameau n'est plus joué par des orchestres modernes. Les baroqueux le jouent au Palais Garnier de manière régulière, et donc on redécouvre ce compositeur, on redécouvre son génie, on redécouvre bien sûr sa qualité d'orchestrateur, on redécouvre la nervosité de sa musique, on redécouvre son humour, on redécouvre aussi toute son exigence musicale et toute cette originalité de Rameau.
Évoquer Rameau, c'est évoquer sa musique. On a présenté dans cette exposition tous les manuscrits autographes du compositeur conservés à la Bibliothèque nationale relatifs à des œuvres lyriques. C'est aussi évoquer la scénographie du XVIIIe siècle au travers des maquettes de décors et des maquettes de costumes, qui sont des documents extrêmement spectaculaires et qui permettent de comprendre comment on concevait la scénographie d'un spectacle à l'époque. Et puis évidemment, il fallait donner une place aux interprètes de Rameau qui ont tenu une part si grande dans la production de Rameau, puisqu'on sait que Rameau composait presque sur mesure pour un certain nombre de grands interprètes. Et il y a deux interprètes, si on en devait retenir que deux, enfin il faudrait en citer beaucoup plus, mais il y en a deux qui ont marqué tout particulièrement la production de Rameau, c'est la haute contre Pierre de Geliotte et le soprano Marie Fell. C'est vraiment les deux interprètes de la période d'apogée, enfin, la plus belle période de Rameau, et on sait qu'il avait une relation très très proche avec ces deux interprètes. Pour Pierre de Geliotte, il y a beaucoup de portraits dans cette exposition, à la fois des portraits en civil, et la Bibliothèque Musée de l'Opéra vient d'acquérir un splendide portrait de Geliotte à la guitare par un peintre qui n'est pas encore tout à fait identifié. Les dernières attributions ont tendance à l'attribuer à Alexandre Rosling, qui est un grand peintre suédois, mais on n'est pas tout à fait sûr de cette attribution. En tout cas, ce magnifique portrait en civil est mis en regard d'un autre portrait d'un membre de la famille Van Loo qui présente Geliotte en Apollon. C'est un portrait beaucoup plus classique de facture, grand style, comme on l'aimait à l'Opéra de Paris. Et peut-être ce costume d'Apollon évoque le rôle de Geliotte dans le Temple de la Gloire. Il y a un splendide buste que nous avons redécouvert dans nos collections muséales, qui est en fait un buste de la danseuse, de la Guimard, Marie-Madeleine Guimard, qui était une grande danseuse du XVIIIe siècle, et qui, par sa place, structure la pièce sur les interprètes. Malgré tout, cette figure de la Guimard ne doit pas faire oublier une autre danseuse très importante pour Rameau, qui était la Marie Salé, pour laquelle le musée de Tours nous a prêté un grand portrait, lui aussi dû à un membre de la famille Van Loo, un portrait certainement à clé, qui évoque notamment le rôle qu'a tenu Marie Salé dans la création des Indes galantes, en incarnant la rose dans l'entrée des fleurs. Il y a une guirlande posée sur ses genoux, qui évoque sans doute ce rôle de Marie Salé dans les Indes galantes. Bon, Rameau, c'est d'abord la perfection musicale, c'est-à-dire Rameau est un compositeur. On a dit que ses livrets étaient souvent très mauvais. Je ne suis pas sûr que la critique soit tout à fait juste, ou alors tous les livrets d'opéra sont mauvais, mais si on se dit qu'un livret d'opéra peut être pas si mauvais, les livrets d'opéra de Rameau ne sont pas plus mauvais que les autres. En tout cas, il a montré une exigence extrêmement forte pour sa musique, et il a inventé. Alors, il a parfait le modèle de la tragédie, il a parfait toute une série de modèles, et c'est dans cette perfection formelle, dans cette invention, dans cette créativité qui surpasse les autres. C'est une autre proposition qui l'a distingué au XVIIIe siècle des autres compositeurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on écoute plus Rameau que les autres, peut-être parce que Rameau est plus original, parce que Rameau est plus moderne, parce que Rameau est un grand génie, comme Boucher ou comme Chardin sont de grands génies de la peinture au même moment. Et alors, évidemment, il y a une partie qui nous échappe totalement, c'est toute cette partie scénographique qu'on approche par des documents préparatoires, mais on aurait aimé voir ces spectacles, voir en quoi ils étaient supérieurs à ceux des autres. Puis alors, il y a quand même dans la production de Rameau un ouvrage tout à fait extraordinaire qui est Platée, qui a été peu apprécié de son temps, mais qui est aujourd'hui l'opéra le plus populaire dans l'œuvre du compositeur. À chaque fois que j'entends cet opéra, je me dis quel culot, ce sacré Rameau, et quelle invention, et quel sens dramatique. Là, il y a un livret qui est tout à fait satisfaisant, drôle, facétieux, il y a une musique extrêmement inventive. On voit que c'est une œuvre qui se prête à
toute une série d'interprétations scénographiques. C'est là aussi le génie de Rameau, c'est de réussir comme ça à produire des grands chefs-d'œuvre qui nous parlent toujours. Et c'est ça qu'on attend d'un grand compositeur, et c'est pour ça qu'il a survécu et qu'on l'écoute toujours et qu'on l'écoutera toujours.